On y va. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux ce soir. Donc, nous allons commencer sans plus tarder. Il y a encore un ou deux retardataires, là, je crois, qui sont à la porte. Alors, ce soir, nous avons un sujet, alors on ne peut pas dire qu'il ne soit pas d'actualité, c'est un sujet qui nous permet de traiter de l'Ukraine. Et donc, on voit très très bien comment ce soir on est pile, donc, je dirais, dans le phare de l'actualité mondiale avec les négociations qui s'engagent entre le président Trump et le président Poutine et avec toutes les incertitudes que cela crée. Euh, ce- Nous allons aborder l'Ukraine sous un angle relativement original, j'allais dire. Il ne s'agit pas de vous faire un point de la situation militaire, de savoir que la brigade a progressé, pas progressé, qui va perdre, qui va gagner, etc. Ce soir, c'est une conférence qui va nous parler des narratifs. Et le narratif, c'est très important, parce que les narratifs, ce sont les représentations collectives des peuples, c'est la manière dont ils perçoivent le monde, la manière dont, en fonction de leur histoire, en fonction de beaucoup de choses, de leur géographie, bien entendu, de leur économie aussi, eh bien, ils perçoivent le monde. Et donc, il faudra se détacher un petit peu de nos convictions sur le plan politique ou sur le plan géopolitique, de savoir qui a tort, qui a raison. Alors, on a tous notre idée là-dessus, bien entendu, mais pour essayer de comprendre l'autre, en fait. Qu'est-ce qui fait que la Russie, aujourd'hui, euh, pense qu'elle a un combat légitime à mener en Ukraine? Qu'est-ce qui fait que les Ukrainiens pensent qu'ils ont un combat légitime en Ukraine, avec ce combat qui a pondu l'œuf, qui est le premier, la Russe de Kiev, la Moscovie, ou l'inverse. Voilà. Donc, toutes ces choses-là sont très, très importantes pour bien comprendre, je dirais, le schéma mental qui peut animer les autorités russes, les autorités ukrainiennes. Tout ça, bien entendu, qui peut contredire parfaitement le droit international tel qu'il existe aujourd'hui. Et donc, c'est un peu cet angle qui doit un peu nous ouvrir les esprits pour essayer de comprendre. Voilà. Alors, pour, euh, pour traiter de ce sujet qui est un sujet complexe, hein, nous avons alors là véritablement deux experts. Alors, je commence à tout seigneur, tout honneur par monsieur l'ambassadeur Bertonnet. Monsieur l'ambassadeur, donc, dans vos dernières fonctions, on commence par la fin. Vous avez été d'abord ambassadeur de France au Kazakhstan, donc ancienne espace soviétique, il faut le dire, et ensuite ambassadeur de France en Indonésie. Mais en même temps, ou plutôt avant, vous avez exercé un certain nombre de fonctions qui vous placent au cœur de l'ex-empire soviétique, j'allais dire, ou dans la connaissance de l'ex-empire soviétique. Alors, on peut pas tout. Vous avez un curriculum vitae je dirais, très très long, bien entendu. On ne peut pas tout citer, mais dans les points saillants, rappelons que vous avez été premier secrétaire à l'ambassade de France à Budapest, Hongrie. Donc ça, c'est dans l'ordre, hein. Donc, au fur et à mesure où vous grandissez dans la hiérarchie. Donc, ancien espace, bien entendu, soviétique. Ensuite, mission permanente de la France aux Nations Unies. Donc là, on voit les choses de haut, c'est vraiment parfait. Premier conseiller à l'ambassade de France à Vilnius, autre espace État tiré de l'ex-ensemble soviétique. Sous-directeur Europe centrale, orientale et balte à la direction d'Europe continentale. Premier conseiller à l'ambassade de France à Budapest, Hongrie, donc toujours centré très nettement sur les problématiques de l'ex-empire soviétique. Et ensuite, eh bien, premier conseiller à l'ambassade de France à Moscou, donc qui vous a donné une connaissance approfondie de, de, du monde soviétique et puis du monde politique sur place soviétique, ex-soviétique. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose que vous voudriez dire ou c'est... Je suis retourné à Moscou en fin de parcours pour une mission d'un an en 2019-2020. Ah, d'accord. Alors, est-ce que... Ah oui, vous avez raison. Ah oui, conseiller politique à l'ambassade de France à Moscou jusqu'en 2020. Et vous voyez, j'avais oublié de le dire. Donc, c'est très important puisque vous avez une connaissance qui date pas d'il y a 20 ans, qui est celle d'il y a juste avant le début de la guerre, en Ukraine. Ensuite, pour aider Monsieur l'ambassadeur, nous avons
mon vieux camarade et ami, on peut le dire, Christian Bartlen. Et Christian, alors toi, tu es véritablement un légionnaire, tu es un chasseur parachutiste, tu as fait beaucoup de choses, avec une très grosse expérience opérationnelle. Il était présent, alors pour sa modestie, ça lui fait du bien. Il était présent à Mogadiscio au moment des événements en 1995. Donc, il a vécu la chute du Faucon Noir en direct avec sa compagnie de chasseurs parachutistes. Donc, voilà. Donc, et moi, je l'ai connu conseiller militaire à Kaboul en 2004. Et Christian, tu as un parcours également très complet et aussi atypique, puisque tu as été auditeur, officier de liaison auprès des armées polonaises dans ta jeunesse. Tu as été à la DRM, chef de théâtre Europe de l'Est, Asie du Nord. Donc là, tu es vraiment centré sur l'espace soviétique. Attaché de défense en Pologne. Bon, là, parfait. Officier traitant de la CEI, Communauté des États indépendants. Donc, ce sont les États qui sont autour qui sont devenus indépendants à la suite de la chute de l'Union soviétique. Attaché de défense au Kazakhstan et en Ouzbékistan. Bravo. J'étais sous les ordres de M. l'ambassadeur. Voilà, oui, sous les ordres de M. l'ambassadeur. Alors voilà. Attaché de défense en Ukraine et en Biélorussie. Bon. Ensuite, tu continues tes activités, puisque en 2023-2024, tu étais chef opération des interprètes au camp de Wędryn en Pologne. Je l'ai bien prononcé? Wędryn. Bon, d'accord. Et tu as été, tu rentres d'un Paris de Pologne à Bydgoszcz, Bydgoszcz, en Pologne. voilà, où tu étais directeur du programme de l'OTAN Ukraine, voilà, non, le programme d'entraînement et de formation, entraînement des troupes ukrainiennes par l'OTAN. C'est à peu près ça, hein, voilà. D'accord. Donc très grosse, très grosse. Et puis alors conseiller à Kaboul, où, je le dis, c'était l'homme qui était le mieux renseigné de toute la ville, avec, pareil, des très grosses acquaintances avec l'ambassade russe, je me souviens, ouais. voilà, avec laquelle tu obtenais beaucoup de renseignements pour la DRM. Voilà. Donc, vous voyez, donc, deux experts de domaine pour cette conférence. Alors, nous allons commencer sans plus tarder. Monsieur l'ambassadeur, je vous cède la parole. Merci, bonsoir à tous. Merci, mon général, de votre présentation, de votre invitation. Merci aussi d'avoir recruté Donald Trump comme attaché de presse pour faire la promotion de cet échange. L'outreach de Minerve est vraiment impressionnant. Alors, cette discussion a été programmée il y a plusieurs mois, bien avant les développements des 2 ou 3 derniers jours. Ce que nous avons écrit avec Christian pour préparer cette discussion a un peu évolué, puisque elle est tournée vers les narratifs historiques. Le message, s'il y en a un, et que dans ce dossier, et vous l'avez fort bien dit en général, on ne peut pas le réduire à un schéma binaire, même si c'est bien la Russie qui pénètre le territoire ukrainien le 24 février 2022. Il est évident que cette démonstration est plus facile à faire aujourd'hui qu'il y a 48 heures. Contrairement à ce que les événements récents peuvent suggérer, ni Christian ni moi ne sommes devins. Nous n'avons pas non plus la science infuse, nous ne sommes pas des historiens professionnels. Ce que nous avons voulu faire, c'est introduire un certain sens de la nuance dans la genèse de ce conflit. Voilà, donc on a prévu une... Alors, allons-y. Alors, normalement, ça doit marcher. Sinon, on va cliquer manuellement. J'appuie, mais ça ne donne... Ça ne marche pas. Allons-y. Alors, voilà. Donc, ça, c'est une carte sur laquelle on pourra revenir dans la discussion. Et donc, la première, qui est en fait la troisième, voilà, c'est là. Voilà. Donc, une petite introduction à notre réflexion qui consiste à dire que les guerres surgissent rarement dans un ciel serein, même si dans le cas d'espèce, beaucoup de gens ont été surpris, hein, et peut-être que les Ukrainiens eux-mêmes ne s'y attendaient pas forcément. Ils résultent largement aussi de narratifs conflictuels développés chez chacun des protagonistes. Ah oui, je vais le mettre sur son ordi pour que je puisse faire ce que je suis en train de faire. Ces récits, une fois tamisés par la grande presse et les réseaux sociaux, se transforment souvent en jugements assez radicaux,
qu'on entend assez régulièrement, par exemple, ramener Poutine à Hitler, Bakhmout à Verdun, Zelensky à Churchill. Négocier avec Moscou serait rejouer par exemple Munich, c'est quelque chose qu'on réentend à nouveau là depuis quelque temps. Côté russe aussi, les raccourcis sont tout aussi primaires. Le régime ukrainien est nazi, bien que dirigé par un juif. La Pologne d'aujourd'hui serait celle du temps des troubles et du faux Dimitri. Les Occidentaux sont les interventionnistes de 1919. Les chars allemands sont ceux de Guderian et de Paulus. Donc toutes ces affirmations sont à la fois, c'est ce que nous essayons de dire là, elles sont à la fois justes et fausses, entre guillemets, fausses en ce sens qu'elles sont simplistes et et inopérantes pour agir. On est peut-être à un point de bascule, justement, en ce moment, sur ce plan. Voilà. On passe à la 4. Donc, s'agissant de l'Ukraine et de la Russie, la discussion tourne au départ sur le droit à l'existence nationale de l'Ukraine, qui est évidemment contesté par la Russie et par Poutine plus particulièrement, qui publie un article célèbre le 12 juillet 2021, dans laquelle il expose toutes les raisons qui font que finalement, il n'y aurait peut-être qu'un seul peuple ou un seul pays, tous les arguments qui plaident en faveur de cette intégration russo-ukrainienne. Et donc, parmi les arguments qui plaident dans ce sens, il y a la continuité entre la Russie kievienne et la Moscovie, la proximité religieuse, la proximité linguistique et la lutte contre les ennemis communs qui a affecté cette union. Alors, ces ennemis communs, bon, on les connaît, hein, ils sont à la fois anciens et récents. Donc, les Polonais, que je tendrai à mettre en tête de liste sous le contrôle de Christian, mais aussi les Tatars, la Suède, la Turquie, l'Allemagne. Et donc, ça, c'est un des éléments qui sont censés rapprocher Russes et Ukrainiens. Mais malheureusement, dans l'optique russe, à chaque fois que les Ukrainiens ont cherché à se constituer un État ethniquement centré sur ces Ukrainiens, ils n'ont pas pu le faire autrement que dans le cadre d'une collusion avec ses ennemis. Et donc, on pourrait citer, là, il y a une longue litanie de noms qui vous diront pas forcément grand-chose, mais sur lesquels, d'ailleurs, Christian pourrait revenir. Hein, ne serait-ce que l'espérance de Mazepa, de Skoropadsky, de Petliura, de Bandera. Et je pense que dans la vision, mais même s'il ne le dit pas expressément, mais dans la vision de Poutine du rôle de Zelensky, il s'inscrit dans cette lignée. Christian, vous pouvez peut-être dire un mot sur l'une de ces personnalités? Oui, alors je reviendrai un peu plus tard sur Stepan Bandera, qui est le plus récent, si j'ose dire, puisqu'il l'opérait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais monsieur l'ambassadeur a parlé de Mazepa, Skoropadsky, Petliura, qui sont effectivement des grandes personnalités connues et aimées des Ukrainiens. Mais tous ont, comme nous disait monsieur l'ambassadeur, tous ont un lien en faveur de l'indépendance de l'Ukraine depuis le XVIIIe siècle. Mazepa, c'était au XVIIIe, début du XVIIIe. Mais ils ont tous été alliés ou en étroite collusion avec les ennemis de l'Empire russe, que sont, pour Mazepa, qui est un héros maintenant, c'est la casquette qu'il porte, ils appellent ça la casquette de Mazepa, etc., les militaires,
Mazepa, il était élevé par les jésuites, donc par les catholiques, ce qui, pour la Russie orthodoxe, qui avait de grands mal à s'enraciner, avait un problème. Il a été brièvement aux ordres du tsar Pierre Ier, Pierre le Grand, et après, il s'est allié avec Charles XII de Suède, qui combattait la Russie. Et ils ont perdu une fameuse bataille que tous les Russes et que tous les Ukrainiens connaissent. En plus, ça s'est passé en Ukraine, à Poltava, en 1709. Et donc, ce Mazepa, héros ukrainien, est, est tellement détesté en Russie que Pierre le Grand, avait créé spécialement pour Mazepa l'ordre de Juda, c'est-à-dire un ordre d'opprobre. Voilà. Donc, on est le Judas pour l'un et le Sauveur pour les autres. Pour Mazepa. Pour Skoropadsky, c'était pendant la brève indépendance de 1918. Skoropadsky a été mis au pouvoir à Kiev avec le soutien des Allemands, parce qu'il y avait des troupes allemandes en Ukraine. Et quand il a été éjecté par un coup d'État, il est rentré avec les troupes allemandes. Bon, voilà. Quant à Petliura, qui précisément a chassé Skoropadsky, lui, il a fait alliance avec les Polonais. Voilà. Donc, ce qui pour les Russes, c'est quand même peu. Et lesquels Polonais, avec les troupes ukrainiennes de ce fameux Petliura, ont pris Kiev en 1920. Donc, il y avait un général, maréchal Pilsudski, qui était avec armes et bagages, et son allié Petliura, qui était maître de Kiev en 1920. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ils se sont. Voilà. Voilà. Et sans parler des Polonais, pour revenir encore, les Russes célèbrent une des fêtes nationales russes, la fête de l'unité. C'est le 4 novembre. Ça célèbre la fin de l'occupation polonaise de Moscou. Car le boucher Minin et Pojarski, là, les deux héros russes, les troupes polonaises ont saisi Moscou exactement 2 siècles avant Napoléon. 1612-1812. Voilà. Donc, évidemment, quand les héros ukrainiens ont fait alliance et combattu aux côtés des Polonais, c'est vrai que dans l'imaginaire russe, on comprend que ça soit apprécié très négativement. Voilà. Donc, voilà. Je laisse maintenant, je reviens. Je ne vous parle pas de Bandera, car j'en parlerai un peu plus tard. Mais c'est la même idée maîtresse. C'est-à-dire que pour un Russe, tous les indépendantistes ukrainiens, tous les nationalistes ukrainiens sont forcément alliés des ennemis de la Russie. Merci Christian. À l'inverse, il y a un Ukrainien qui a fait le bon choix, c'est Khmelnytsky, qui a signé le traité de Péréaslav en 1654, par lequel il se mettait sous la protection de la Russie. Et donc lui, au contraire, il est adulé, j'allais dire, et célébré du côté russe, même si en pratique, à la fin de sa vie, il a essayé de secouer la tutelle de Moscou, mais en vain. Alors, autre ligne d'argumentation des Russes et de Poutine, c'est que finalement, l'Ukraine, dans son extension Yeah, that's d'avant the dad. 2014, de 91, c'est grâce à des canaux successifs ou à des rattachements faits, opérés par la Russie qu'elle a atteint cette extension. Et ça concerne notamment, évidemment, la Crimée, mais aussi l'Ukraine subcarpatique, à la faveur de la victoire de l'armée rouge à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bon, je pense que vous avez tous entendu parler du fait que la Russie a été la Crimée a été une sorte de cadeau fait par Khrouchtchev en 1954, c'est-à-dire à l'occasion du tricentenaire du traité de Péréaslav.
alors que les frontières internes de l'URSS n'avaient d'existence qu'administrative et que la Crimée, selon la version russe, n'a jamais été ukrainienne. Donc ça fait partie aussi de l'argumentation russe. À cela, alors là, on s'éloigne, mais je pense que c'est un élément qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre un peu j'allais dire, la hargne du raisonnement russe. Il y a l'affaire du Kosovo, c'est-à-dire c'est le thème qu'on entend, pas seulement d'ailleurs dans ce cas-là, dans d'autres régions également, du deux poids, deux mesures, à savoir que le droit à l'autodétermination a été reconnu et soutenu dans le cadre du Kosovo, mais combattu dans le cadre de la Crimée et du Donbass. Voilà, donc on en prend ou on en laisse. Et donc, par symétrie, évidemment, il y a des réponses très argumentées, très articulées des Ukrainiens dans l'autre sens. Donc là, on doit passer à la slide 5. Alors, par exemple, la proximité religieuse, elle est pratique pour la partie russe parce qu'elle permet notamment de mettre en lumière les manœuvres polonaises de division de l'orthodoxie à travers l'Église uniate. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a pas mal d'églises orthodoxes à travers le monde qui ne sont pas rattachées au patriarcat de Moscou. Donc il n'y a aucune spontanéité, aucune obligation d'être aligné dans le même pays. S'agissant des langues, et ça je pense que Christian Barclaine parlerait encore mieux que moi, il y a beaucoup plus d'éléments communs entre le polonais et l'ukrainien qu'entre le russe et l'ukrainien. Il y en a quasiment 2 fois plus. Donc là aussi, l'argument est un peu spécieux. Et il a été manifestement utilisé pour la bonne cause. Il y a un élément qui ne figure pas là, mais sur lequel je voudrais revenir, je voudrais aborder, c'est ce qu'on appelle le Golodomor. Le Golodomor, c'est cette grande famine qui a frappé l'Ukraine dans les années 30, au moment de la collectivisation forcée mise en œuvre par Staline, et qui a fait, selon les chiffres, entre 2 et 5 millions de morts en Ukraine. Et là aussi, c'est un abcès de fixation qui suppure depuis toujours, en tout cas depuis l'indépendance de l'Ukraine. Pour les Ukrainiens, c'est un acte génocidaire tourné vers l'Ukraine, alors que pour les Russes, ce n'est que l'effet d'une politique désastreuse par ailleurs, de collectivisation forcée, mais qui a frappé également d'autres régions productrices de céréales du côté russe, et aussi le Kazakhstan, où nous étions ensemble. Et donc, ça n'avait rien de spécialement anti-ukrainien. En pratique, on sait que la volonté punitive de Staline à l'encontre des tendances, entre guillemets, nationalistes bourgeoises ukrainiennes était quand même présente, hein, quoi. Même si, par ailleurs, cette politique a eu des effets désastreux ailleurs qu'en Ukraine. Voilà. On pourrait aussi discuter des places respectives des langues russes et ukrainiennes dans la vie politique de l'Ukraine soviétique. On peut avoir une idée rapide. On peut imaginer que cette vie était monolithique. Elle ne l'était pas tant que ça. Il y a eu pas mal d'allers-retours sur comment traiter les populations. D'ailleurs, ça ne concernait pas que l'Ukraine. Hein, ce qu'on appelait la korénisation, c'est-à-dire coréenne, la racine, consiste à utiliser du personnel politique issu de la République en question et de les placer aux commandes tout en maintenant le parti unique. Donc cette politique a oscillé. La place respective du russe et de l'ukrainien dans l'enseignement, dans la vie médiatique, culturelle, a aussi connu des hauts et des bas. Ce qu'on entend assez souvent chez les Russes aussi, c'est de dire que finalement, Khrouchtchev et Brejnev étaient des Ukrainiens et qu'ils ont incarné une espèce de lobby pro-ukrainien à la tête de l'Union soviétique. Alors, ce qui est là aussi très tiré par les cheveux, parce que Khrouchtchev et Brejnev, certes, on l'a vu à travers le rattachement de la Crimée,
avaient un peu les yeux de chimène pour l'Ukraine, mais en fait, c'était essentiellement les apparatchiks soviétiques qui avaient en tête la défense du système. Mais enfin, ça fait partie aussi des arguments qu'on entend. Voilà, donc grande frustration du côté ukrainien pendant cette période-là sur la marginalisation de l'Ukrainien dans le fonctionnement du système. Alors, par ailleurs, si les Ukrainiens disent que l'attribution de la Crimée à l'Ukraine, si on regarde une carte, ne fait que respecter le principe de continuité géographique, en tout cas tel qu'il existait avant 2022. Certes, l'éclatement de l'URSS a laissé la Crimée côté ukrainien, mais la Russie a conservé le siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a conservé le monopole de l'arme nucléaire. L'Ukraine a renoncé, comme le Kazakhstan d'ailleurs, à toute possession d'armes nucléaires. Donc, elle a fait ce qu'il fallait pour rassurer, si besoin était, compte tenu du déséquilibre entre les deux, la Russie sur sa sécurité, notamment au plan nucléaire. Donc, la vision de l'Ukraine est très différente. Hein. Il y avait un équilibre incluant les garanties de sécurité qui étaient prévues par le traité qui a créé la CEI en décembre 1991 et par le mémorandum de Budapest, dont on sait qu'il n'a pas été respecté. Voilà, donc ce sont ces deux narratifs qu'on a essayé de brosser à grands traits qui peuvent éclairer la genèse de ce conflit. Avoir en tête ces narratifs, ça ne veut pas dire être équidistant dans le jugement des événements, mais ça permet de mieux les comprendre et peut-être aussi de se projeter vers l'avenir. Mais ça, on verra ça dans un deuxième temps et je passe la parole à Christian pour la suite. On passe à la suivante, numéro 7. Oui, là. Oui. Voilà. C'est celle-là, oui. C'est celle-là la question? Non, celle-là. Pas celle-là. Voilà. Celle-là, c'est plus dramatique. Voilà. Sur la, je trouve que ce que disait Monsieur l'ambassadeur sur la religion est très intéressant et très important, sachant que ce qui n'est pas tellement connu à Paris, c'est que d'abord, tous les Ukrainiens ne sont pas orthodoxes. Certains sont uniates. C'est uniate, c'est-à-dire gréco-catholique. C'est-à-dire que c'est une église de rite byzantin, mais, donc de rite grec, de son nom, hein, mais qui reconnaît l'autorité du pape. Donc uniate, puisque unis au pape, unis à Vatican, qui ont été combattus, exterminés d'ailleurs par Staline. Donc une partie sont maintenant l'église. Il y a eu une renaissance de cette église uniate qui est très implantée dans l'ouest de l'Ukraine, qui est l'Ukraine ukrainisante et non orthodoxe. Et il y a aussi une église orthodoxe, bien sûr, mais maintenant l'église, comme vous savez, dans l'orthodoxie, comme ils ont pas ils ont des papes mais des patriarches divers et variés, ils ont l'autocéphalie. C'est-à-dire que vous avez... Voilà. Et donc, il y a eu un tomos qui a été accordé par Constantinople. Et donc, maintenant, l'Église orthodoxe ukrainienne, il existe une Église orthodoxe ukrainienne indépendante, avec un patriarche à Kiev, qui n'est plus le patriarche à Moscou, ce qui a son importance. Et quand on parlait des Polonais, etc., ça nous renvoie à l'histoire dont on vous a parlé, hein, Petliura et compagnie. Les catholiques et le catholicisme est vu à Moscou et par les Russes comme une religion agressive, expansionniste et dominatrice. Voilà. Et elle est incarnée justement par la Pologne et ses alliés. Donc il y a ça qui et les Ukrainiens, eux, se sentent différents. Ils se sentent d'ailleurs plus européens que les Russes. Alors, je vous renvoie de toute façon à tout le monde, parce que c'est un très beau tableau. Comme monsieur l'ambassadeur, c'est bien, c'est ma marotte. Je dis toujours que les Ukrainiens se
conçoivent, se veulent comme des Cosaques libres. Alors, d'une part, des Européens, beaucoup plus civilisés, disent-ils, que les Russes. Et ce sont des Cosaques, ils se perçoivent comme des Cosaques libres et relativement irrespectueux. La meilleure image qui peut résumer ce que les Ukrainiens pensent d'eux-mêmes, leur psyché nationale, si j'ose dire, c'est le tableau d'Ilya Repin, qui est un peintre russe, d'ailleurs, de la fin du 19e siècle, qui a peint un très beau tableau, figuratif évidemment. C'est les Cosaques Zaporog qui écrivent une lettre au sultan ottoman. Et donc là, on voit des guerriers avec, vous savez, c'est cette mèche, une crâne rasée, une énorme mèche sur le crâne. Seule touffe de cheveux sur le crâne étant cette mèche, qui a un nom particulier, et qui est maintenant portée par les soldats ukrainiens, n'est-ce pas? Et ils sont là avec leurs armes et débraillés et hilar parce qu'ils insultent le sultan, tout puissant à l'époque, ottoman. Voilà. Et c'est comme ça que se voit, notamment vis-à-vis des Russes, que se perçoivent les Ukrainiens. Donc, maintenant, en jeu de sécurité, qui menace qui? Alors, comme l'a dit le général Richoux dans son introduction, le but de cette intervention, c'est de comprendre l'autre. Et d'ailleurs, c'est un but éminemment stratégique, parce que si je peux oser une définition, ma définition de la stratégie dont on parle à longueur de chaîne de télévision, n'est-ce pas, mon général? La stratégie, dans ma définition, c'est la science de l'autre. Voilà. C'est pour ça que cette soirée et cette discussion est éminemment stratégique, puisqu'on ne vous parle pas de l'avancement, de l'avance des divisions et de la flancarde mobile des blindés, si vous voulez. Mais c'est la science de l'autre, et c'est vraiment cela. Donc, qui menace qui? Eh bien, comme l'a dit M. l'ambassadeur, c'est bien la Russie qui a pénétré sur le territoire ukrainien le 24 février 2022, malgré le mémorandum de Budapest, cité également par M. l'ambassadeur, qui date de mai 2014 et qui a été signé par les États-Unis, le Royaume-Uni, la Fédération de Russie et le Kazakhstan, la Biélorussie et l'Ukraine, qui étaient les États de l'ex-URSS sur lesquels il y avait de l'armement nucléaire. Donc, ce mémorandum scellait le transfert des armes nucléaires de ces pays, nouvellement indépendants, vers la Russie, qui, en échange, et sous la garantie américano-anglaise, s'engageait à respecter la souveraineté et les frontières existantes de ces États. Donc, c'est pour ça qu'il s'agit, le 24 février, d'une véritable violation. C'est incontestable. Toutefois, vu de Moscou, c'est l'OTAN qui menaçait d'arriver aux portes de la Moscovie, malgré les assurances données à Gorbatchev par les Américains. Alors certes, il s'agissait d'assurances orales sur la non-extension de l'Alliance atlantique vers l'Est. Mais après avoir admis sans réaction l'adhésion à l'OTAN de tous les pays d'Europe centrale et orientale membres du pacte de Varsovie, ou même membres de l'URSS pour les 3 États baltes, voir la perspective de voir Sébastopol, donc la Crimée, passer sous pavillon OTAN était strictement et simplement inenvisageable pour Moscou. La prise de la Crimée a donc été ressentie par la Russie comme une urgente nécessité dès 2014, à l'heure où l'Ukraine basculait dans le camp occidental. Et ce basculement dans le camp occidental voulait dire que le bail de la flotte russe de Sébastopol, donc flotte militaire russe séjournant dans un pays étranger, qui était l'Ukraine, ce bail ne serait résilié. Et que donc, la Russie ne disposerait plus du port majeur en mer Noire, port qui pourrait abriter des escales, voire un stationnement permanent de l'OTAN. Il s'agissait donc, pour la Russie, encore une fois, d'un véritable casus belli au sens propre du terme, pour, de plus, dans l'imaginaire russe, la Crimée, et ça nous renvoie à l'histoire, est le débouché irremplaçable sur les mers chaudes, qui avait été gagné de haute lutte
plusieurs fois dans l'histoire. Une première fois par Catherine II sur l'Empire ottoman. Une deuxième fois, donc ça c'était au XVIIIe siècle. Une deuxième fois au XIXe siècle, lors de la guerre dite de Crimée, qui, malgré nos victoires de Sébastopol, Malakoff et autres, 1854-1855, cette Crimée a été gardée par la Russie contre la France, contre la Grande-Bretagne, contre l'Empire ottoman, encore lui, et contre le royaume de Piémont-Sardaigne, qui était notre alliance à l'époque. Et puis alors, évidemment, cette Crimée a aussi été reconquise par l'armée rouge lors de la Deuxième Guerre mondiale, contre les troupes du Reich. Bon, voilà. Donc, en 2014, elle revient dans le giron russe sans qu'un coup de feu soit tiré. Et grâce à l'intervention spéciale des petits hommes verts, vous savez, ces soldats russes avec les uniformes démarqués. Et puis, la marine ukrainienne qui séjournait à Sébastopol, en face de la marine russe, elle est dans sa grande majorité restée à quai, et les marins ukrainiens ont, dans leur grande majorité aussi, changé la cocarde de leur bâchi et de leur casquette et sont devenus des marins russes. Voilà. Alors, donc, bien qu'habillés par la fausse rhétorique habituelle de la persécution, voire du génocide des Russes, de l'étranger proche, la prise illégale de la Crimée par la Russie vient donc de la crainte d'être évincé de Sébastopol au profit de l'OTAN. Voilà. Alors qu'il n'y avait bien sûr aucun génocide perpétré par les Ukrainiens sur les russophones de Crimée. Mais ça restait la véritable hantise de Poutine, pour lequel l'expansion de l'OTAN vers l'Est reste une ligne rouge qui a été franchie au moins une dizaine de fois par l'OTAN. Voilà. Il répète à l'envi les épisodes du bombardement de Belgrade de 1999, sans résolution de l'ONU, de la Libye en 2011, où notamment la France, mais pas seulement, en outrepassant, où nous avons gravement, selon les Russes, outrepassé la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui prévoyait l'instauration d'une simple no-fly zone d'interdiction aérienne, donc. Bon, on a été, il faut le reconnaître, un peu plus loin tout de même. Et la Russie rappelle également la facilité de transit donnée par la Russie sur son territoire et le stationnement de bases militaires françaises, notamment, et pas seulement, dans l'étranger proche, russe, qui était le Kirghizistan, le Tadjikistan, et c'était pas une base militaire, mais c'était un point logistique que l'ambassadeur ici présent et moi-même, votre serviteur, avons mis en place dans le sud du Kazakhstan. Le tout, il faut le reconnaître, sans aucun dédommagement, en tout cas pour la Russie, puisqu'il s'agissait de combattre le terrorisme en Afghanistan. Alors, donc ces vifs reproches avaient été clairement exprimés par Poutine lui-même lors de la conférence sur la sécurité de Munich en 2007. Qui est un exemple assez connu, mais il avait quand même, c'est tout à fait intéressant, il avait quand même sommé l'OTAN, et singulièrement les États-Unis, de mettre fin à une politique agressive et à une expansion incessante de l'OTAN vers l'Est. Sur le thème, sur le mode, ça suffit, quoi. Mais dès après le sommet, dès après, donc c'était en 2007, dès l'année suivante, sommet de Bucarest en 2008, l'Alliance Atlantique a consacré officiellement la décision de faire adhérer à terme l'Ukraine et la Géorgie à l'OTAN. Il est remarquable à ce propos de noter que la France, à l'époque j'étais à l'EMA, s'était opposée à cette mesure. Et l'Allemagne. Et 3 mois plus tard, notons que la guerre éclatait en Géorgie. Bon. Donc, on va passer à la phase suivante. Voilà. Donc, l'enjeu de statut de la minorité russe d'Ukraine. Là encore, il y a une divergence de perception de la population russe. Alors,
d'Ukraine, et russophone. Parce que, en fait, en Ukraine, conformément au droit international, il n'y a que des citoyens ukrainiens. Et même dans le Donbass et en Crimée, ils sont ukrainiens, jusqu'à nouvel avis. Mais vu de Kiev, certains considèrent que c'est quand même une cinquième colonne aux ordres de Moscou, puisque ce sont des cousins éloignés, enfin des Russes, en un mot commençant, des Russes ethniques, qui sont dans le Donbass et qui sont la cinquième colonne de Moscou. Ou plus sobrement, une minorité de citoyens ukrainiens instrumentalisés pour Moscou. Dans les deux cas, ce n'est pas très positif. Vu de Moscou, il s'agit d'une population discriminée, humiliée, tout autant que le Kosovo, ce qui pourrait faire valoir son droit à l'autodétermination, comme le disait M. l'ambassadeur tout à l'heure, comme le Kosovo. Voilà. Et donc, s'ils sont acculés, les Russes feront comme d'habitude, ils accuseront les gens de génocide, parce que c'est un peu leur leitmotiv. Voilà. Et donc, maintenant, on arrive à la problématique des accords de Minsk, et donc à la slide suivante. Donc, l'échec des accords de Minsk s'explique largement par cette divergence, mais également par d'autres facteurs qu'on va essayer maintenant de mettre rapidement en lumière. La partie russe a constaté qu'il n'était pas possible de faire entrer en vigueur véritablement les accords de Minsk, parce qu'ils ont été signés par une Ukraine affaiblie en 2014 et 2015. Et ils n'étaient plus, après, applicables en l'état par Kiev, car ils auraient mené à une fédéralisation de l'Ukraine, qui aurait réintégré en son sein le Donbass, donc. Notons bien que les accords de Minsk excluent la Crimée. Pour les accords de Minsk, on parle que du Donbass. Et donc, si on les avait appliqués, on aurait fédéralisé l'Ukraine et on aurait intégré ou réintégré dans l'Ukraine cette grosse minorité russophone qui aurait en plus eu un groupe parlementaire à la Rada, Parlement ukrainien. Et donc, on sentait bien des deux côtés que il y avait peu d'allant. Et on reviendra après avec M. l'ambassadeur sur le peu d'allant franco-allemand également. Et donc, Poutine a donc réactivé la fameuse thématique fantasmée de dénazification. Il fallait dénazifier ce pays gouverné par un juif, et d'exaction, voire de génocide, hein, exercé sur les populations russes. Et pour mener cette propagande grossière, il s'est néanmoins appuyé sur des faits historiques avérés et des faits de la réalité du moment également avérés, mais des faits ponctuels qu'il a utilisés en leur donnant une portée générale. Je m'explique. Par exemple, historiquement, Stepan Bandera, que nous avons brièvement évoqué plus haut, c'était un chef ukrainien pendant la Deuxième Guerre mondiale, nazi déclaré depuis 1933, qui a été chef d'une milice armée ukrainienne, OUN, et qui avait fait officiellement allégeance au Reich, au château du Wawel, qui est le siège du pouvoir en Pologne, à Cracovie, devant le Gauleiter de Pologne, le Gauleiter allemand, qui s'appelait Hans Frank. Voilà. Et ce Stepan Bandera est actuellement célébré en Ukraine comme un combattant de l'indépendance. Et il a fait il a fait tout ce qu'ont fait les troupes nazies en Ukraine, y compris et surtout des pogroms. Et il est donc héros de l'indépendance, et Kiev baptise de son nom des rues et des endroits publics. Ça nous ramène à la problématique évoquée plus haut, encore une fois, avec le ambassadeur. Autre exemple, le bataillon Azov, qui est un bataillon de volontaires, pas des troupes régulières, ukrainiennes, qui s'est illustré au mois de mai 2022 dans la défense héroïque de l'usine Azovstal à Mariupol, sur la mer d'Azov. Ce bataillon Azov a pour emblème rien moins que la rune du loup, qui est la rune de la division SS Das Reich de la Deuxième Guerre mondiale.
Et il comptait dans ses rangs, pas que, mais certains nationalistes ukrainiens animés d'une idéologie pour le moins extrême. D'ailleurs, comme je le disais quand j'étais là-bas à Kiev, à mes camarades ukrainiens, je dis, il n'y a pas besoin de fake news ni d'intelligence artificielle. Quand on voit passer les blindés de la division Azov, quand les Rafaux y venaient à Kiev, on voyait cette rune du loup. C'est un signe de la Waffen-SS. Bon. En grand sur les panzers, devrais-je dire, en l'occurrence, plutôt que des blindés. Voilà. Et quand Mariupol est tombé, Azovstal est tombé, on a vu les images à la télé occidentale, où on voyait des prisonniers qui avaient été faits par les Russes, des prisonniers ukrainiens, qui étaient des soldats de base, qu'on imaginait tels, ukrainiens. Certains avaient les deux runes SS tatouées sur le cou. Bon. Alors évidemment, comme je disais, ce sont des épiphénomènes que Poutine érige, lui, en règle à portée générale. Voilà. Mais ce sont des éléments factuels. Voilà. Donc, du point de vue ukrainien, je reviens maintenant aux accords de Minsk, il m'a été donné de constater, quand j'étais à Kiev, le peu d'allant à appliquer ces accords. Parce qu'aucun pouvoir ukrainien ne voulait prendre le risque de fédéraliser l'Ukraine et de mettre un groupe parlementaire russophone du Donbass à la Rada, au Parlement. C'était le ministre des Affaires étrangères de l'époque, c'était M. Klimkin, qui était peu allant, tout comme le niveau militaire. Comme me l'avait confié un jour le général Kremenitsky, ancien chef ukrainien du Joint Center of Control and Coordination, JCCC, qui était une entité qui n'existe plus, qui était l'unique structure de déconfliction ukraino-russe depuis 2014, et qui était située dans le Donbass, avec un général russe, un général ukrainien. Donc, inutile de vous dire que l'ambiance là-bas était plus qu'électrique. Et ce général ukrainien, qui s'appelle Kremenitsky, qu'on ne peut pas soupçonner d'être pro-russe, d'ailleurs, il est actuellement, à l'heure où nous parlons, attaché de défense, devrais-je dire, à Washington. Bon. Donc, voilà. Eh bien, il m'avait avoué que il voyait mal la réintégration du Donbass dans l'Ukraine. Pour les raisons que. Il disait, je le cite, les Russes pourraient même partir, mais ils le feront, mais au mieux, les Russes veulent au mieux de leurs intérêts, et c'est tout. Mais il n'y avait rien de plus, si j'ose dire, d'idéologique. Plus récemment, comme l'a dit Nicolas, j'ai eu la chance de travailler comme directeur au Joint Analysis and Training Center, donc, dont l'abréviation est le JATEC, qui est l'unique structure otanienne, OTAN-Ukraine, qu'on est en train de créer. Moi, j'ai fait que 2 mois, parce que c'est au titre de la réserve. Maintenant, ça monte en puissance. C'est l'unique structure permanente OTAN-Ukraine. Donc, mes camarades étaient des officiers de l'OTAN et des officiers ukrainiens. Et moi, j'étais directeur de programme là-dedans. Eh bien, en espérant bien sûr la victoire ukrainienne la plus large possible, ces colonels ukrainiens envisageaient déjà, c'était il y a 2 mois, un cessez-le-feu dans les mois à venir. Bon. Et à plus long terme, ils redoutaient. Alors, ils redoutaient. D'abord, ils redoutaient l'ours russe toujours agressif, ça oui. Et ils regrettaient aussi une possible normalisation à l'égard de la Russie. C'est-à-dire que les Ukrainiens pourraient oublier rapidement les souffrances endurées par eux-mêmes et se rapprocher, ou en tout cas faire un modus vivendi avec la Russie. Voilà. Une sorte de normalisation non souhaitable des mentalités. Donc, dans ce contexte, la réintégration des populations russophones du Donbass sous souveraineté de l'Ukraine paraît à la fois peu probable et peu souhaitable pour les acteurs même de la défense de ce pays meurtri qu'est l'Ukraine, à la lumière de mon expérience en tout cas. Voilà. Et puis,
je laisserai Monsieur l'ambassadeur peut-être conclure cette affaire des accords de Minsk en parlant parce que les accords de Minsk, c'était entre les Ukrainiens et les Russes et sous chapeau franco-allemand. N'est-ce pas? Oui, Christian, oui. Ces accords de Minsk ont été un peu un jeu de dupes. Vous avez expliqué pourquoi finalement aucune des deux parties euh, voulait vraiment aboutir sur le fond. Euh, Ce qui est gênant dans cette affaire pour nous, c'est qu'effectivement, il y avait ce parrainage franco-allemand qu'on a ensuite habillé rétrospectivement en disant, ben oui, en fait, on savait que ça n'aboutirait pas, mais il fallait gagner du temps et permettre à l'Ukraine de s'armer face à la Russie. Euh, c'est un peu quand même dommage que aucune des deux parties n'ait négocié vraiment de bonne foi, parce que c'était quand même une solution. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se profile, c'est un rattachement sec du Donbass à la Russie, enfin en partie. Ça aurait pu être une solution un peu de type bosniaque, avec, alors même si en Bosnie, il y a des divisions qui persistent, néanmoins, la paix est établie. Et on a laissé échapper cette possibilité. Et je lisais tout à l'heure un commentaire russe sur les futures négociations à venir, euh, consistant à dire, en tout cas pour le format, on reprendra pas, on reprendra pas le format de Normandie des accords de Minsk, ce qui va pas arranger la possibilité pour les Européens d'être à la table des négociations. Parce que là, pour le moment, on est plutôt en supplétif des projets de monsieur Trump. Voilà, donc c'est un peu dommage qu'on ait considéré ces accords de Minsk comme n'existant que pour amuser la galerie, alors que probablement il y aurait eu matière à conclure quelque chose d'utile, surtout quand on regarde ce qui est en train de se passer. Merci infiniment pour vos témoignages. Oui, je n'ai pas de bouton, moi, donc je m'approche un petit peu. Voilà. Merci infiniment pour ces témoignages précieux qui relativisent un certain nombre de choses, mais qui permettent, comme tu le dis, hein, il faut toujours se mettre dans la... Toi, tu as été à la direction du renseignement militaire, il faut toujours se mettre dans la peau de l'adversaire, essayer de comprendre son schéma mental. On souhaite, bien entendu, beaucoup de gens souhaitent la victoire de l'Ukraine, mais ça n'empêche pas que ce contentieux, qui est un contentieux historique, qui part de là les siècles, enfin, dans la longueur, dans la profondeur historique, ne peut pas se résoudre comme ça, parce qu'il y a beaucoup de, je dirais, de haine accumulée de côté. Alors moi, j'ai quand même une question. La première question que je voudrais vous poser, c'est la question de l'émigration russe, c'est-à-dire dans ce contentieux. Alors, il y a un contentieux qui a pondu l'œuf, comme je disais tout à l'heure, c'est qui le premier voilà, qui a existé. Les Russes prétendent qu'ils sont à l'origine de tout. Les Kiev expliquent qu'il était déjà là au 9e siècle. Bon, très bien. Mais il y a une migration russe, notamment en Crimée, peut-être dans le Donbass, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est la part de l'immigration dans le contentieux actuel? Voilà, c'est un petit peu ma question. Pour le Donbass, on sait que euh, c'est un bassin minier et producteur d'acier majeur pour Staline, et que donc, à ce titre-là, il y a eu des transferts importants d'ouvriers russes qui expliquent très largement la composition ethnique actuelle de cette région et son orientation politique. Bon, pour la Crimée, ben, ça a été une conquête de longue date. Christian l'a rappelé. Donc, effectivement, les mouvements migratoires internes à la Russie contribuent à expliquer ce qui se passe, en particulier au Donbass. Christian. Alors, le Donbass, effectivement, quand j'y étais, donc entre 2014 et le déclenchement de la guerre, appelée opération militaire spéciale, faussement d'ailleurs par les Russes, de 2022, il y avait quand même la guerre au Donbass. La guerre a commencé donc en 2014 et ne s'est pas arrêtée.
on avait, je n'ai pas oublié ta question, Nicolas, mais il y avait quand même eu plus de 14 000 morts. Si on additionne les pertes des deux côtés. Le tout était comptabilisé par l'OSCE, Organisation de sécurité et de coopération en Europe, qui était là, qui c'était la plus grosse mission d'observation de l'OSCE au monde, tout le long de cette ligne de front et dans l'ensemble de l'Ukraine d'ailleurs. Et des deux côtés, côté Donbass et côté ukrainophone, et sur la ligne de front, bien sûr. Non. Alors, émigration, effectivement, les soldats du Donbass, des deux républiques fantoches de Luhansk et de Donetsk, étaient quand même essentiellement des locaux, avec un apport, bien sûr, de militaires russes. Mais si tu parles d'émigration, de gens qui vont s'installer avec leur famille, etc., je pense que c'est un phénomène, si c'est passé, il est de toute façon mineur. Oui, mais après 2014, moi je pense Ouais. le contentieux de Ah ouais. l'immigration forcée russe qui fait que ils se sont installés là, notamment à partir de Staline, notamment l'ambassadeur nous l'a dit au Donbass, et en Crimée, dans tous les cas de figure, il y a une politique de, de, de- de- de peuplement, même après 2014, et qui fait que ça change un peu la structure démographique du pays. Oui, On pourrait aussi parler de l'expulsion des Tatars de Crimée par Staline, qui dès 1944 a voulu punir, entre guillemets, les Tchétchènes, les Tatars, tous ceux qui soupçonnaient d'avoir collaboré avec l'occupant, qu'il a envoyé notamment au Kazakhstan, hein, euh, et qui ensuite sont devenus aussi une pierre d'achoppement des relations russo-ukrainiennes quand ils ont essayé de revenir en Crimée. Donc cet aspect-là était aussi un point de friction. mais donc les Russes, alors si tu fais référence à à la profondeur historique, bien sûr, parce que la Russie, sans vouloir faire d'autres comparaisons qui nous entendraient un peu loin, mais considère, si tu veux, qu'un territoire peuplé de Russes devient la Russie. Ça s'est passé pour Kaliningrad, Königsberg, ville des grands philosophes allemands, et ben, qui maintenant peuplée à 99,9% de Russes. Évidemment, c'est une enclave russe. C'est une enclave russe qui, historiquement, n'est rien d'autre que la Prusse orientale et seulement la Prusse orientale, qui n'a jamais été. Voilà. Bon. Mais sauf que maintenant, donc voilà pour l'historicité, et ce que disait M. l'ambassadeur pour le Kazakhstan et les déportations des Tatars qui ont été quand même autorisés à revenir en Crimée, hein, et qui sont maintenant présents en Crimée. Et d'ailleurs, les Occidentaux, via les Turcs, s'appuient sur les Tatars qui sont éthiquement et linguistiquement en turc, en tout cas du monde turcique, comme force d'opposition à la Russie. Mais maintenant, à l'heure où nous parlons, la Russie a perdu cette immense ressource humaine qui était la sienne, le fameux rouleau compresseur russe qu'on apprenait à l'école. C'est fini, ça. Et donc, ils ne sont plus, d'abord, ni en mesure de faire un rouleau compresseur, même s'ils s'y emploient, ni, a fortiori, de peupler, de renouveler complètement des populations de régions entières. C'est de toute façon marginal. Oui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est le fait de dire que un peuplement russe, ils deviennent russes. C'est à peu près ce que disaient les Allemands avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que partout où il y a des Deutsche Minderheiten, c'est-à-dire des minorités allemandes, il y a des Allemands, donc les Sudètes, l'Alsace-Lorraine, etc. Et moi, j'ai même vu une carte. Moi, j'ai fait l'école de guerre à Hambourg, en Allemagne, chez les Allemands, et il y avait une carte qui avait fait scandale à l'époque quand j'y étais. On nous a présenté une carte où en Alsace, il y avait marqué Deutsche Minderheit, minorité allemande. Et donc, il y en avait en Belgique, il y en avait en Suisse, il y en avait, etc., etc. Voilà, donc je veux dire, c'est quand même assez dangereux, en fait, quand le fait de parler la langue, c'est un peu comme si on revendiquait la Belgique sous prétexte, ou la Suisse francophone sous prétexte qu'ils parlent français. Voilà, donc, et donc là, il y a quand même une ambiguïté russe qu'il faut souligner, qui est assez intéressante. Bien. Et là, je passerai la parole à M. Vasseur, mais il y a ce fameux concept typiquement russe, qui est le concept du monde russe. Alors, de l'étranger proche, déjà, que je mets toujours entre guillemets dans mes textes, l'étranger proche, c'est-à-dire l'ancienne Union soviétique, et, et le monde russe. Et le monde russe, sous contrôle de M. l'ambassadeur, c'est partout où
où il y a des russophones, et de préférence des russophones orthodoxes. Alors moi j'ai une deuxième question. Après on va vous poser voilà, allez, pour lancer un petit peu la conversation. J'ai une deuxième question. On a évoqué très brièvement le Kosovo. Et le Kosovo, alors moi, en petit témoignage historique, quand j'étais attaché de défense à Berlin, on n'avait pas le droit d'aller voir les Russes dans leur ambassade, mais on les voyait dans les cocktails, etc. Et à chaque fois qu'on leur disait, ouais, ouais, vous la Crimée, les machins, ils me répondaient, et ouais, ouais, et vous le Kosovo. Et il y avait un véritable traumatisme, ça je peux en témoigner, c'est dans les années 2017, hein, il n'y a pas longtemps, entre 2007 et 2017-2020, on leur disait, vous avez pris la Crimée, et vous le Kosovo. Voilà. Donc, et là, on était un petit peu sec pour répondre. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce contentieux avec le Kosovo pour que tout le monde le comprenne bien? Bon, le Kosovo, comme je l'ai dit dans mon texte, les Russes nous reprochent de l'avoir et d'en avoir fait un État qui, d'ailleurs, a l'euro pour monnaie, contrairement sans résolution de l'ONU. De même que, toujours sans résolution de l'ONU, qu'on leur reproche de faire la guerre pour la première fois sur le territoire européen, ils disent non, non, la première fois sur le territoire européen, c'est vous qui avez bombardé une capitale européenne, en l'occurrence Belgrade, sans déclaration de guerre et sans mandat de l'ONU. Là aussi, il y a une dimension narrative, hein, puisque le Kosovo est le berceau, est censé être le berceau. C'est à la fois le lieu d'une défaite serbe, mais aussi le berceau de la nation serbe. Donc là aussi, la moulinette des narratifs fonctionne. Fonctionne. Et la moulinette narrative, comme dit M. Razer, et la fameuse moulinette génocidaire. Voilà. Kosovo Polier, c'est. Voilà. Chant des Merles, oui, en 1380. D'ailleurs, à ma connaissance, le Kosovo n'est pas reconnu par l'intégralité des puissances, des pays, y compris d'Europe occidentale, tels que l'Espagne, qui ont des soucis de centrifuge. Donc tout ça reste encore extrêmement fluide, en fait. Hein. Ouais. Bien sûr. La Roumanie à cause de la Transylvanie, enfin bon, chaque pays voit midi à sa porte, hein, c'est sûr. Ouais. Bien, on va vous laisser la parole maintenant. Donc, au fur et à mesure, moi, j'aurai une ou deux questions à poser. Qui veut commencer? Alors, on va chercher les micros. Il y a toujours 30 secondes de battement, le temps qu'on arrive à le faire fonctionner. Vous connaissez le système, mais ça va venir. Ça fonctionne pas, celui-là. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Bon. Ah, ça commence à se brancher. Attends, on va voir si ça. Ça y est. Ça passe. Merci. Oui, l'exposé est intéressant, mais je crois que si on regarde une encyclopédie ancienne, là, avec plusieurs volumes, on voit que dans le deuxième millénaire, c'est pas un effet de stabilité, ces endroits, quand même. Hein. À l'époque, les bons amis d'aujourd'hui, la Lituanie et la Pologne avec les Ukrainiens, c'était plutôt les ennemis qui venaient chez eux et qui ont imposé pendant des longues durées, une présence et un joug important. Mais pour ramener aux bonnes descriptions que vous avez faites, il y a un ou deux points quand même où on voit, ça me rappelle une idée d'un vieil instituteur qui disait, mais dans les guerres, les déclarations de guerre, il y a toujours un motif qui n'est pas la raison. Et en fait, on est peut-être à des domaines comme cela. Il y a des éléments, bon, on a un peu simplifié l'aspect de l'Église orthodoxe russe, hein, ukrainienne, enfin celle qui est née en Russie, pardon, celle qui est née à Kiev, avec, si j'ai bonne mémoire, il s'appelait Vladimir Ier, d'ailleurs, c'est lui qui l'a créé, donc il y a un petit clin d'œil pour notre bon ami Poutine, mais néanmoins, cet aspect d'avoir en cours de... Ils sont en guerre, donc c'est normal, je comprends, mais avoir enlevé pour le futur, ça peut avoir un risque, avoir enlevé la logique de l'espèce d'église russo-ukrainienne en les séparant complètement.
et en ayant enlevé la partie rattachée au calendrier de Julien, qui était aussi attaché à cette logique-là, qui quand même change les dates et les ramène à l'Occident. De la même manière, vous avez cité Khmelnytsky et Pereyaslav, qui quelque part a été un moment, hein, Khmelnytsky, c'était quand même le chef des Cosaques, hein, les Cosaques étant la partie qui était importante du peuple ukrainien, qui était venu, si j'ai bonne mémoire, très longtemps avant, en passant par l'est de l'Empire ottoman et le nord, pour arriver dans les plaines ukrainiennes. Et on voit bien que c'est un Cosaque et ça vient même, non pas en contradiction, mais il y a des fois des moments qui ont changé. Un Cosaque qui a demandé, c'est lui qui a demandé, avec l'accord bien évidemment de la Russie, de devenir complètement sous la houlette des Russes, bien qu'il n'y a plus aucune trace des traités, donc on a un peu du mal à savoir toutes les conditions. Mais néanmoins, même si après ils ont cherché à sortir un peu du joug, il est évident que il y a deux positions. Les Ukrainiens pensent que c'est le début du joug vers la Russie et les autres étaient. Et puis, je dirais un dernier élément, je ne vais pas poser de grosses questions, mais je me demande si c'est à un moment, quand est-ce que le verre va déborder, quoi? C'est quoi la dernière goutte? Et je pense que là, au moment des guerres, au moment où le Donbass s'excitait normalement, on peut dire, il y a eu le fait que l'Ukraine a décidé que le russe était interdit. On n'avait plus... Non, mais je ne dis pas que c'est peut-être important, mais c'est peut-être très important. Pour les gens à qui on disait non, c'est pas sûr que ça soit aussi simple. Et alors, c'est forcément une bonne logique pour la Russie. Hein. C'est pas, voilà. Merci. Vous voulez réagir, monsieur l'ambassadeur? Un ou deux commentaires dans la lignée de ce que disait Christian. Vu de Kiev et a fortiori de Lvov, les Russes du Donbass sont un peu des archéo-soviétiques parlant russe qu'on n'a pas forcément très envie de garder, en définitive, tout en combattant les Russes. Alors, des institutions un peu paradoxales. Et c'est ce qui semble se dessiner là. Récupérer ces populations sous la houlette poserait des problèmes politiques d'équilibre dont a parlé Christian, mais aussi il faudrait les dérussifier, les réucraniser. Enfin, ça paraît très, très difficile. Et donc, ce qui semble s'esquisser là, c'est on renonce, on renonce à récupérer ces populations de toute façon irrécupérables mentalement, si j'ose dire, politiquement et mentalement, et on se concentre sur l'intégration euro-atlantique. Et c'est là, il semble qu'il y ait une déception aussi de ce côté-là, parce que s'il n'y a même pas l'adhésion à l'OTAN, on se demande qu'est-ce qui va rester. Zelensky n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Hein. Mais on voyait déjà émerger, et d'ailleurs le protocole, le préaccord d'Istanbul de 2022, et c'était aussi cette logique-là, c'est-à-dire, bon, finalement, ces populations, c'est plus un poids, un boulet à traîner qu'un gain pour l'Ukraine. Donc, voilà. Alors, par la force des choses, on a centré cette soirée sur les narratifs et le conflit russo-ukrainien, mais enfin, sous le contrôle de Christian. Entre Polonais et Ukrainiens, c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Et j'ajouterais qu'entre Polonais et Lituaniens, moi j'étais en poste dès 91 à Vilnius, il faut se rappeler que la Pologne avait occupé Vilnius et la capitale de la Lituanie entre les deux guerres, c'était Kaunas, capitale provisoire. Et donc les Russes rappelaient aux Lituaniens que s'ils avaient récupéré Vilnius, c'est parce qu'ils avaient été libérés. Alors le terme est extrêmement sensible pour les Baltes, ils n'ont pas été libérés, ils ont été réoccupés. Mais néanmoins, c'est quand même l'armée rouge qui avait restitué Vilnius aux Lituaniens, ainsi que d'ailleurs que Klaipėda Memel, hein, en Prusse orientale. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Sur les langues, c'est tout à fait intéressant ce que vous dites. Oui, effectivement, c'est un des éléments, mais c'est un des éléments que Poutine ne manque pas de reprendre, comme on vous l'a dit. Quand on vous a parlé de discrimination, avant de parler de génocide, il parle de discrimination des populations russophones. Le fait de ne pas pouvoir parler russe rentre au premier rang dans ces reproches de discrimination. Donc ça existe, c'est vrai, et c'est notamment
un élément qui a favorisé, qui a fait déborder le vase, comme vous dites. Toutefois, sur la langue russe en général, j'ai pu constater en Ukraine que, à cause de cette guerre, qui est encore une fois un massacre extraordinairement grave, qui concerne des centaines de milliers de morts, des centaines de milliers. Quand j'étais donc chef des interprètes à Venjin, des interprètes ukrainiens qui travaillent au profit de l'armée française, laquelle instruit les bataillons ukrainiens, d'ailleurs on pourra parler de ça, les Ukrainiens, ou les Ukrainiennes, c'est souvent des femmes, certaines étaient nées russophones et avaient décidé, comme Zelensky lui-même d'ailleurs, qui est russophone, décidé de se couper de la langue russe et de ne plus parler que l'ukrainien. Et jamais, au grand jamais, je n'ai échangé un mot en russe avec elles et avec eux. Mais par contre, des fois, ils me montraient leurs échanges sur WhatsApp, etc. Parce qu'il y a des groupes WhatsApp dans lesquels j'étais et d'autres dans lesquels je n'étais pas. Évidemment, dans le groupe WhatsApp, ils parlaient russe. Ils écrivaient en russe entre eux. Mais officiellement, non. Et il y avait un vrai rejet. Et je pense que ce rejet va durer. Et dernière chose sur la langue, vous avez tout à fait raison, cette politique d'ukrainisation de l'Ukraine, d'ukrainisation linguistique et culturelle, est également une pomme de discorde avec la Hongrie, qui, comme on le sait, a une frontière commune avec l'Ukraine, comme on le sait, a une minorité hongroise magyarophone en Ukraine, et c'est donc une des explications des positions jugées pro-russes en Occident de Viktor Orban, qui reproche aux Ukrainiens de maltraiter et d'ukrainiser de force sa minorité hongroise, qui habite dans la région de Subcarpathie à la frontière. Alors, qui veut poser une question, là? Allez, là-bas, voilà. Après, moi, j'en aurai une autre sur le Donbass, mais laissez un peu parler. Voilà. Oui, oui. Merci. Lors de la chute de l'URSS, est-ce qu'il n'aurait pas été une bonne idée entre les États-Unis et la Russie de mettre en place le concept stratégique de Grenzwald, qui consiste à avoir des États tampons entre les grandes puissances, la Russie d'un côté et la communauté européenne. La Russie, enfin l'URSS avait déjà perdu les États d'Europe de l'Est, ce qui était déjà une grande perte. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu que tous les pays baltes, la Biélorussie et l'Ukraine, deviennent des États tampons, donc cette Grenzwald entre l'Europe et la Russie? Christian pourra naturellement compléter, mais il faut quand même se reporter dans l'état d'esprit de l'époque. Moi, j'étais dans les pays baltes en 91, les Polonais. L'idée qu'ils puissent être quelque part entre les deux est totalement inconcevable pour eux et dans un contexte d'affaiblissement de la Russie. La nature ayant horreur du vide, malgré les promesses purement verbales dont on a parlé tout à l'heure, il est apparu que l'élargissement de l'OTAN était irrésistible. C'était un espèce d'enchaînement de dominos les uns après les autres. C'est en arrivant en Ukraine que là, ça devenait vraiment, la couleuvre était vraiment trop grosse à avaler pour Poutine. Mais il y a toute une phase de... Bon, il y a eu la phase Eltsine, Kozyriev, considéré comme pro-occidental, où ils ont laissé faire. Poutine, dans un premier temps, jusqu'à la conférence de Munich, qui commence d'ailleurs demain pour son édition de cette année, a aussi laissé faire jusqu'à un certain point, parce qu'il voyait bien qu'il y avait un mouvement, expliquer aux Polonais qu'ils doivent être un État tampon, bon, bah là, c'est juste pas envisageable. Hein. Et les Baltes, ils sont petits, mais ils sont quand même... Leur classe politique est largement issue de l'immigration américaine. Ils ont ce culte de l'OTAN. Alors, je ne sais pas comment ce qu'ils vont en faire, là. Parce que c'est un autre sujet. Mais
Oui, raisonnablement, c'est ce qu'il aurait fallu faire, mais l'enchaînement et l'état d'esprit et les rapports de force, surtout, voir ce qu'était la Russie d'Eltsine avec un effondrement vertical de son PIB, les oligarques qui faisaient la pluie et le beau temps. Donc tout ça fait que ces beaux projets n'ont pas pu se concrétiser. Alors, je souscris évidemment pleinement à ce que dit M. l'ambassadeur concernant les pays baltes. Notons d'ailleurs que nous, occidentaux, enfin français en tout cas, on a, sous le contrôle de M. l'ambassadeur, jamais reconnu que les pays baltes étaient soviétiques, du temps de l'Union soviétique. Nous avons considéré, à juste raison, historiquement, l'histoire nous donne raison, que les pays baltes avaient été injustement annexés par l'Union soviétique. Voilà. Et donc, et bien sûr, ces pays baltes ont un vrai désir fort, existentiel, d'appartenir à l'OTAN et de choisir l'OTAN et l'UE et, à contrario, de rejeter le modèle soviétique puis russe. Mais il y a un grand acteur dont on a assez peu parlé, hormis en citant le nom de son nouveau président, très brièvement. Mais alors là, ce qui est vrai, complètement vrai pour les pays baltes, devient beaucoup plus discutable, en tout cas intéressant à commenter, pour l'Ukraine. Parce que le grand acteur, vous l'avez tous reconnu, il s'agit des États-Unis. Sur le plan de l'histoire récente, les États-Unis ont veillé depuis la fin de la guerre froide à détacher l'Ukraine et la Russie. Avant même que le sentiment de la population ukrainienne devienne majoritairement favorable à l'OTAN, ce qu'il est maintenant de façon évidente, mais qui n'était pas avant d'ailleurs, au sommet de Bucarest d'ailleurs, que j'ai évoqué tout à l'heure, les Américains ont fait preuve avec constance de la volonté d'abord de séparer les deux, l'Ukraine et la Russie, et aussi d'intégrer Kiev dans l'Alliance atlantique. Dans son ouvrage Le Grand Échiquier, Zbigniew Brzezinski, comme on dit en français, ancien conseiller à la sécurité nationale de Jimmy Carter, énonce la théorie selon laquelle qui contrôle l'Ukraine contrôle la masse continentale de l'Eurasie. Qui contrôle l'Ukraine contrôle la masse continentale de l'Eurasie. C'est sous la plume d'un conseiller du président des États-Unis, Jimmy Carter à l'époque. Il en tire la conclusion, ce Zbigniew Brzezinski, qui, comme son nom l'indique, est d'origine polonaise, qu'il faut séparer ce pays, et notamment Sébastopol même, de la Russie. Même s'il a reconnu à la fin de sa vie que la solution la plus sage, au contraire, était de faire de l'Ukraine un pays libre, mais militairement neutre. Un peu comme l'Autriche, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais la suite des événements a fait démontrer que ce revirement n'a pas fait école à Washington. À titre d'exemple, et pour terminer, je citerai un collègue de M. l'ambassadeur, un autre ambassadeur, donc M. Maurice Gourdeau-Montagne, qui, non content d'être ambassadeur, a été conseiller diplomatique du président Chirac en 2002-2007. Et ancien secrétaire général du Quai d'Orsay. Je vous renvoie à un article du Figaro du 26 mars 2022, dans lequel Maurice Gourdeau-Montagne relate l'épisode suivant. Il évoque son voyage à Moscou en 2006 pour présenter l'esquisse d'un plan consistant en une protection croisée de l'Ukraine par la Russie et par l'OTAN, qui serait gérée au sein d'un conseil OTAN-Russie, qui avait été créé peu de temps auparavant. Ce processus aurait donc permis de faire de l'Ukraine un pays neutre, garanti dans ses frontières. Et donc le conseiller diplomatique de Poutine, qu'il avait été voir à Moscou, que Maurice Gourdeau-Montagne avait été voir à Moscou, s'était montré, dit Maurice Gourdeau-Montagne, très intéressé, y voyant notamment le règlement de la situation de la flotte de Sébastopol. Nous y voilà. Bon, il rentre à Paris, il fait le compte-rendu au président Chirac, tout va bien. Et après, naturellement, le président Chirac raconte, M. Gourdeau-Montagne lui dit d'aller faire la même chose à Washington. Il va à Washington, il raconte toujours ça dans cet article du Figaro du 26 mars 2022, et là il voit Condoleezza Rice, son secrétaire d'État du président Bush,
Bush, qui fut lui-même abordé sur cette question, président Bush. Et Condoleezza Rice lui a répondu sans embâche, j'ouvre les guillemets, la France n'a pas à bloquer l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie. Fermez les guillemets. Voilà. C'était en 2022. Donc, cette question pertinente sur la finlandisation de l'Ukraine, le fait de créer un État neutre entre les deux blocs, n'a pas été vue avec la même bienveillance des deux rives, sur les deux rives de l'Atlantique. Semble-t-il, enfin semble-t-il, c'est pas semble-t-il, ce sont des faits. Je voudrais revenir brièvement sur le Donbass dont on parlait tout à l'heure pour dire que finalement la masse des habitants du Donbass, plutôt russophones, était un encombrement, j'allais dire, au moins sur le plan institutionnel pour l'Ukraine. Mais cette masse, elle est de Russes archéo-soviétiques, comme vous avez dit, l'expression est intéressante, elle est assise quand même sur les terres les plus riches, en tout cas sur le plan minier, avec les terres rares, avec des mines, avec beaucoup de choses. Et donc, il y a quand même une contradiction. Est-ce qu'on est prêt, l'Ukraine est prête à s'asseoir sur une partie de ses ressources économiques pour se débarrasser d'une partie de sa minorité, ou bien est-ce qu'elle... alors, quel est votre avis? Voilà. J'ai l'impression que Donald Trump a son idée sur la question et il se verrait bien à la tête d'un consortium russo-ukrainien américain pour tirer les marrons du feu. Et d'ailleurs, alors ces interviews, elles sont à prendre avec des pincettes, mais il a dit bon, ben, je ne sais plus trop, est-ce que l'Ukraine doit retourner à la Russie ou est-ce que c'est vraiment le pragmatisme de l'homme d'affaires. Et je pense que cette affaire-là il va la pousser. Il va la pousser auprès des Ukrainiens, mais aussi auprès des Russes. Et je lui fais confiance pour trouver une formule. Mais il n'empêche que, comme l'a dit très crûment son secrétaire d'État à la Défense avant-hier, ou hier même, il n'est pas réaliste. Il n'est pas réaliste pour l'Ukraine de récupérer les territoires perdus. Merci. Une question dans le... Alors, devant... Oui, attendez, le micro pour que surtout les gens qui sont en visio, il y en a quand même 40-45 puissent vous suivre. Voilà, sinon ils n'entendent pas. Oui, juste rapidement, il y a deux petits pays là que je vois sur la carte. La Lettonie, je crois, a une très forte proportion non seulement de russophones, mais de Russes. Et le deuxième pays, là, dont on lit parfois dans la presse quelques idées de journalistes, c'est la Moldavie. Est-ce qu'elle a une importance dans ce jeu ou est-ce qu'on peut négliger ce pays, enfin, le négliger, enfin, Ah oui, la Moldavie est un sujet en soi, avec la Transnistrie qui joue un peu le rôle du Donbass de l'autre côté. Donc effectivement, il y a un risque. La Moldavie est dans un processus de rapprochement de l'Union européenne / de la Roumanie, parce que bon, la Roumanie aussi peut avoir ses appétits. Il ne faut quand même pas être naïf. Donc, du coup, la Transnistrie reste une espèce de monnaie. Et le problème, c'est qu'elle est enclavée par rapport à la Russie. D'où la tentation éventuelle des Russes de couvrir tout l'arc. Enfin, là, je pense que ça serait quand même trop. Donc, à charge pour les Moldaves de trouver un modus vivendi avec les Transnistriens, mais ça ne prend pas trop le chemin puisqu'ils n'ont plus de gaz. Donc, effectivement, c'est une espèce de cas un peu symétrique de l'Ukraine en plus petit, à l'ouest, qui risquerait qui peut exploser à un moment donné, bon, sauf s'il y a un processus de paix qui se met en place avec l'Ukraine. Donc je pense que ça aura des répercussions sans doute positives aussi en Moldavie, mais pour le moment, c'est un pays très divisé.
à l'image de l'Ukraine avec le Donbass. Hein. Les Transnistriens, c'est pareil, ils sont vus comme une espèce de réserve complètement soviétique. Ils ne sont pas sortis de l'Union soviétique. C'est le Jurassic Park soviétique. Et voilà, donc ils sont divisés ethniquement, politiquement. Je crois qu'il y a des forces de maintien de la paix aussi, entre guillemets, russes en Transnistrie. Il y a un dépôt de munitions. Enfin, il y a tout le cocktail pour que ça tourne mal. Bon, si ça va vers le mieux du côté russo-ukrainien, on peut espérer qu'ils trouvent une solution, mais ce n'est pas du tout évident. Et votre remarque est très intéressante sur la Lettonie également, parce que, effectivement, donc M. Norotsada a très bien décrit les mentalités résolument pro-européennes et pro-atlantiques des Baltes. Il n'y a aucun doute. Et en plus, ils ont tout à fait, sur le plan du droit international, le droit de choisir leurs alliances, bien sûr. Mais en Lettonie, il y a beaucoup de russophones, vous l'avez dit. Mais c'est, si j'ose dire, un peu plus embêtant que ça. C'est que les russophones, en Lettonie, ne sont pas pleinement citoyens lettons. On peut devenir citoyen letton, même si on est né à Riga ou à Daugavpils ou je ne sais pas où, que si on parle letton. Et donc, si des jeunes gens de notre âge, russophones, on doit apprendre le letton, qui est une langue archaïque, très intéressante, européenne, mais très, très, très lointaine, très éloignée du russe et très compliquée. Et si on n'a pas le test de letton, eh ben, on n'est pas citoyen letton. Même si on est né en Lettonie et qu'on a passé toute sa vie à Lettonie, comme ses parents et ses enfants. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce problème de non-citoyen qui est véritablement patent et qui pourrait être exploité au nom du monde russe, précisément, dont nous parlions il y a peu de temps. Et effectivement, donc, tout cela, c'est intéressant, très intéressant, sans être très rassurant. Vous voulez redire un mot ? Non, simplement, effectivement, alors les 3 États baltes sont assez différents. La Lituanie, il y a beaucoup moins de Russes, il y a plus de Polonais, ils sont catholiques. Bon, par contre, les 2 autres, et c'est d'ailleurs linguistiquement, alors c'est le contraire, c'est l'estonien qui est une langue finno-ougrienne par rapport aux lettons et aux lituaniens qui sont proches linguistiquement. Mais politiquement, c'est vrai que la problématique de la 5e colonne russe, dont on a parlé tout à l'heure, on la retrouve clairement dans les obsessions des dirigeants lettons et estoniens. Et c'est d'ailleurs une estonienne qui a été nommée au représentant pour la politique étrangère. Et ça explique beaucoup de choses. Parce qu'évidemment, ils sont payés pour savoir qu'ils sont extrêmement fragiles du point de vue de leur rapport avec la Russie. Ils ne feraient pas le poids, évidemment, par rapport à l'armée russe. Donc, ils ont un besoin existentiel d'être dans l'alliance. Merci infiniment. Oui. Moi, je voudrais ajouter une petite chose sur la Transnistrie. Je veux dire, le contentieux de Transnistrie, il vient des anciennes frontières de 1939, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait là, au niveau de la Bessarabie roumaine et la Bucovine du Nord avaient été raccrochées à la Roumanie en 1918, et la frontière, c'était le Dniestre. Et donc, à l'est du Dniestre, il y a la Transnistrie. Et donc, c'est une population russophone qui a été établie là au moment de l'établissement de l'Union soviétique, tandis que l'Ouest a été roumain jusqu'en 1939, date à laquelle Staline s'est jeté dessus de la même manière que la Pologne, les pays baltes, la Finlande, et puis, oui, mais voilà, donc il a mangé tout ça pour retrouver ses frontières de 1918, en fait, c'est ça. Et donc, cette espèce ces archéos soviétiques sont restés là, sur cette frontière, de 1939, et ça donne le problème de Transnistrie aujourd'hui. C'est quand même, l'histoire, quand même, est pesante, hein, on peut le dire. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des... Allons-y, encore une là-bas. Merci pour votre narration. J'aurais une question concernant la Biélorussie. Quelle est et comment pourrait-on expliquer la position de la Biélorussie dans son conflit
dans ce conflit russo-ukrainien, qui aurait peut-être sûrement envoyé des troupes, mais en tout cas qui a servi de pont pour les troupes russes. Merci. France en Biélorussie. J'étais non résident en Biélorussie, mais effectivement. Écoutez, la Biélorussie, d'abord, elle est dirigée par Loukachenko, qui est un paléo-soviétique pur jus. Bon. Donc, mais un paléo-soviétique qui a quand même des problèmes avec Poutine. Voilà. Et donc, mais ce paléo-soviétique sait que, vous avez raison, il a servi de Platzdarm, comme on dit en russe, de plateforme pour l'agression russe de 2022, bien sûr. De 2024, 22. Bon, mais en même temps, il sait que malgré tous les problèmes, et M. Ambassadeur en dira peut-être un mot qu'il a avec Poutine, s'il ne franchit pas le Rubicon s'appelant UE-OTAN, tant qu'il reste éloigné du Rubicon, il ne risque rien. Et il aura plutôt du soutien de la Russie. Et puis, il y a toute une partie de son propre pays. D'ailleurs, c'est vrai de tous les russophones dont nous parlons tout à l'heure, la Transnistrie, etc. En fait, ces russophones, ils ne sont pas poutinolâtres. Ces russophones sont, quelle que soit leur génération, alors bien sûr, il y en a beaucoup qui appartiennent à l'ancienne génération, ils sont nostalgiques de l'Union soviétique. Donc, quand ils disent Russie, ils pensent URSS. Voilà. Et ils sont nostalgiques de ça, de cette grandeur, de cette puissance, de cette vie terne mais tranquille. Voilà. Et donc, en Biélorussie, il y a ça. Il y a bien sûr un mouvement, notamment de jeunes, émancipation du pays, etc. Il y a une très forte minorité polonaise, 400 000 environ, sur 10 millions d'habitants, c'est beaucoup. Et ces gens-là sont bien sûr beaucoup plus pro-européens et pro-atlantistes, si vous voulez. Mais vous avez les deux, voilà. Et j'ai même croisé un type d'un think tank biélorusse qui nous avait dit à l'époque, nous, la Biélorussie, nous sommes ça se passe en russe évidemment, il nous disait, nous sommes une des tours du Kremlin. Nous sommes une des tours du Kremlin. Voilà. Des tours et du rempart du Kremlin. Voilà. Donc, vous avez les deux. Les paléo-soviétiques et cette jeunesse qui s'exprime d'ailleurs et qui est réprimée, pro-occidentale et qui, évidemment, a un fort désir de rejoindre la communauté européenne, certainement. Communauté européenne au sens civilisationnel du terme, bien sûr. Vous voulez rajouter? Oui, Loukachenko, ancien directeur de Kolkhoz d'ailleurs, finalement, il a un jeu d'équilibre. D'un côté, il a un traité d'union avec la Russie, il est un peu sous perfusion économique de la Russie. Il a permis effectivement le transit. Néanmoins, il ne s'est pas impliqué directement. Et donc, il ménage un peu la chèvre et le chou pour ne pas brûler tous ces vaisseaux du côté polonais, Union européenne, tout en. Et donc, ça évite aussi d'ailleurs que l'armée biélorusse soit directement engagée, ce qui aurait entraîné une réaction en chaîne très, très difficile à maîtriser. Donc, finalement, sous ces dehors un peu frustes, et en réprimant bien comme il faut son opposition, il a quand même réussi à maintenir une sorte de calme et de multivectorialité de sa politique étrangère. Oui, avec un résultat qui n'est pas nul, c'est d'avoir maintenu son pays en dehors de la guerre. Très curieusement. Alors, ça ne note rien au dictateur détestable, absolument. Mais peut-être que l'histoire retiendra dans son pays qu'il a réussi à maintenir à la gaffe Poutine suffisamment loin pour que son pays ne soit pas entraîné dans la catastrophe.
Voilà, donc bon. Les résultats sont toujours un petit peu curieux, même pour les dictateurs. Est-ce qu'il y a encore une question, une dernière question? On a fini. Alors moi, une toute dernière. Alors, toute dernière, et puis c'est sur la religion. On m'avait dit, ou alors, bon, vous en avez parlé, la religion, les uniates, les orthodoxes, l'église de Kiev, l'église de Moscou. Mais on sait que le patriarche de Moscou, c'est Kirill, qui était un ancien du KGB. Et j'avais entendu dire que sa hargne actuelle venait du fait que 40% du patrimoine immobilier financier de l'église de Moscou se trouvait en Ukraine et que c'est une des raisons pour laquelle il était très vaillant pour conquérir ce pays. Alors, est-ce que vous avez des éléments à nous dire dessus? Voilà. Bon. Il y a une tradition d'alignement de l'Église orthodoxe russe sur le pouvoir central, quel qu'il soit, qui se perpétue assez logiquement. Il y a sans doute des intérêts financiers, parce que nul doute effectivement, que l'Église orthodoxe russe ait des intérêts immobiliers ou autres à travers le monde, à travers l'Ukraine. Mais c'est comme ça depuis Pierre le Grand, depuis très longtemps. Hein. Et c'est pas, bon, ils sont passés sans transition du régime soviétique à la suite, en étant tout aussi alignés et russo-centrés. Je pense que là, c'est un peu dans leur ADN. Et sans problème. Oui, non. Bah, non, Non. pas l'Église orthodoxe institutionnelle telle qu'on la connaît. Elle est totalement alignée sur le pouvoir de Moscou. Mais effectivement, elle est tout à fait alignée historiquement, comme dit M. Master, d'autant plus que Kirill, comme tu dis, Nicolas, KGB, etc. Bon. Mais quant à ses biens en Ukraine, il en a certainement, puisque c'est un type, un mafieux notoire, mais c'est pas tellement ça, je pense, c'est la pomme de discorde. La pomme de discorde, c'est qu'il perd son influence. Et que d'abord, l'orthodoxie, comme je disais, le catholicisme est vu comme une religion dominatrice et conquérante, et toujours hostile quand on est orthodoxe, et quand on est orthodoxe russe. Première remarque. Deuxième remarque, donc, et les deux plus grands pays orthodoxes au monde sont la Russie et l'Ukraine. Et donc là, il voit son deuxième poumon, le deuxième poumon de la foi orthodoxe, qui lui échappe. Avec le tomos, c'est-à-dire l'autorisation de fonder une église autocéphale, donnée par qui? Non pas donnée par lui, évidemment, mais par le pape de substitution. Les orthodoxes ont hégémonie de dire ça, mais qui est le patriarche de Constantinople. Et des mauvaises langues dans l'orthodoxie disent que, et d'ailleurs je pense que M. Vincent, on en parlait, Constantinople le patriarcat de Constantinople a la réputation d'avoir l'oreille, pour dire le moins, de Washington. Voilà. Et donc, quand le patriarche de Constantinople, qui aurait l'oreille de Washington, et subsisterait en Turquie, alors qu'il n'y a pas d'orthodoxe en Turquie, pratiquement, ne serait-ce que uniquement sur des questions de tolérance religieuse et historique, eh bien, a arraché à Kirill, peut-être de l'argent, mais a arraché la moitié de ses paroisses, pratiquement. Voilà. Et l'orthodoxie est une des rares religions, ça, je tiens ça du chercheur orthodoxe Colosimo, qui est très connu dans les médias, l'orthodoxie perd des fidèles. Alors, l'orthodoxie, dans son ensemble, perd des fidèles. Alors, a fortiori, l'Église orthodoxe russe, si elle perd le deuxième poumon orthodoxe, qui naguère encore était rattaché à Moscou, c'est une vraie crise. Oui, voilà. Oui.
Eh bien voilà, ainsi soit-il. Donc, amen. Item is Alors, est. un très très grand merci, monsieur l'ambassadeur, cher Christian, un très très grand merci pour cette mise en perspective hein, qui nous permet quand même de voir les choses d'une manière un peu différente et puis de comprendre la complexité de ce conflit. Et on voit que c'est pas simplement deux nations qui ont un contentieux et qui, à un moment donné, peuvent le résoudre par la négociation. Je crois que c'est tellement mêlé, enchevêtré par les siècles que effectivement, je crois que cette crise n'est pas terminée. Donc maintenant, le game changer, on l'a bien vu, il s'appelle Donald Trump. Donc on va voir un petit peu ce que vont donner les mois suivants, au-delà des premières déclarations, parce qu'avec Donald Trump, il faut toujours se méfier. Hein, il y a les déclarations et puis ce qu'il fait ensuite. Donc, mais effectivement, là, on entre véritablement dans une autre ère. Donc c'est le domaine de l'incertitude, c'est le domaine de voilà. Donc on va suivre l'actualité avec attention. Ça ne nous empêchera pas, si véritablement la situation évoluait de manière considérable, de refaire un moment un point de situation sur l'Ukraine, bien entendu. Et donc, je vous remercie tous. Je remercie aussi Sinopia, notre partenaire avec qui nous montons ces conférences, et qui est toujours fidèle, qui est avec nous là aujourd'hui. Donc, on fait ça de manière conjointe et c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Merci infiniment, hein, Laura. Et puis, je voulais dire également que quand j'ai fait à peu près le point de ce qui est des gens qui avaient dans la salle et les gens qui avaient, on était pratiquement une centaine. Voilà, donc pour un jeudi soir à 18h30, c'est une belle participation. Voilà. Voilà, merci infiniment. Bonne soirée.